Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous avions reçu Éric Sadin il y a un an, le philosophe, et nous le recevons aujourd'hui avec le même plaisir pour ce livre Faire sécession, une politique de nous-mêmes aux éditions L'Échappée. Bonjour Éric Sadin. Bonjour. Éric Sadin, effectivement, vous savez, ici, chez nous, à l'émission, on essaie toujours de prendre du recul, parce que comment peut-on comprendre ce qui se passe tous les jours si on a le nez sur le guidon? Donc on prend du recul. Avec Éric Sadin, on peut prendre du recul parce que lui, ses livres, quand il parle de la technologie, quand il parle de la néotologie, technologie, quand il parle de nos comportements, de ce qui s'est passé avec le Covid, justement, eh bien, il prend le temps de creuser, il prend le temps de réfléchir à ce qui se passe. Et alors, Éric Sadin, dans ce livre, justement, cette politique de nous-mêmes, cette sécession, alors, vous parlez d'abord qu'il y a une sécession qui a commencé, il faut le dire, avec, rappelons-le, avec la technologie, avec l'écran. C'est-à-dire comment, en fait, cette espèce d'individualisme dont on parle, qui n'est pas nouveau, l'individualisme, on ne va pas faire une grande réflexion philosophique, il faudrait des heures, mais vous avez dit que l'écran nous rendait à nous-mêmes, et que le Covid, ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, nous a encore plus rendus à nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça, c'est-à-dire que ce que j'avais analysé dans mon prochain ouvrage, on en avait parlé, André, ensemble l'année dernière, c'est qu'il y a eu un mouvement qu'il fallait analyser, que j'ai analysé précédemment, et là je suis engagé dans d'autres réflexions, mais c'était un premier constat, le fait que plus nous avons été désillusionnés, plus la foi n'y étant plus relativement à un ordre politique, économique, social à l'œuvre, plus les technologies numériques personnelles ont fait office de levier, nous donnant l'illusion, ou parfois l'expérience, d'être davantage autonome, de profiter... Précisément, alors expliquez par rapport aux technologies personnelles, c'est quoi? Notre ordinateur, notre smartphone? L'ordinateur, les smartphones, les applications, les plateformes de l'expressivité de soi, moi je les appelle comme ça plutôt que les réseaux sociaux. Il y a une sorte de sentiment d'intensification de pouvoir par les individus qui nous ont presque confirmé l'injonction qui est à l'œuvre depuis une quarantaine d'années. Nous avons eu l'impression qu'on a encore plus de maîtrise de nous-mêmes. C'est-à-dire que ça a fait comme office de compensation relativement au fait d'être livrés, abandonnés à nous-mêmes, de plus en plus. C'est un fait social et politique majeur des 40 dernières années. Hein. L'idéologie de la responsabilisation de soi, de l'auto-entrepreneuriat de sa vie. Et à un moment, les technologies numériques se sont intégrés, se sont présentés comme nous donnant un surcroît de pouvoir, qui était une sorte d'illusion, c'est-à-dire un pouvoir uniquement replié à nous-mêmes et individualisé, et jusqu'à un point où ça a confirmé les formes de repli individuel à la société. Et le Covid est venu donner une sorte d'ampleur, à la fois intensifier ce mouvement-là. De bénédiction presque. Le confinement. Pour le monde de l'industrie numérique, hein, ouais. Là il y a des nouvelles sources de profit pour le monde de l'industrie, pour le monde du économique, évidemment qu'il y a des nouvelles sources de profit, ne serait-ce que par le patrimoine immobilier, hein, de plus en plus... en travaillant à distance, eh bien, ça va alléger les charges immobilières. Mais il y a le fait que de plus en plus, la situation, les difficultés de l'époque, les logiques économiques à l'œuvre et politiques, et l'usage de ces technologies ont confirmé, j'ai presque envie de dire à outrance, le fait d'être renvoyés à nous-mêmes jusqu'à un état de ce que j'avais nommé d'isolement collectif, hein, cet oxymore-là qui a, semble-t-il, suscité l'intérêt d'isolement collectif. Donc la question que je me suis posée, c'est relativement à tous les blocages actuels, à notre sentiment d'impuissance, qui va jusqu'à nous rendre quand même plus ou moins, qui nous désoriente, qui nous rend fous. Et en même temps, d'un autre... déprime aussi. Voilà, qui est une sorte de... Nous assistons, en plus avec le Covid, qui ne cesse de rebondir. Hein. Il y a comme un sentiment de fatalité. C'est-à-dire, on ne s'en sort pas. Les blocages qui continuent, l'horizon est toujours plus bouché.
Donc un sentiment d'impuissance, de désorientation, de saturation, qui est global, qui est de plus en plus généralisé. Et jamais autant qu'aujourd'hui, il y a l'envie pour autre chose, pour d'autres modes de vie. Donc moi, je me suis interrogé avec ce nouveau livre, après l'ère de l'individu tyran, où je faisais l'analyse de cette tension entre désillusion et usage des technologies numériques et comment ça reconfigurait l'état de la société. Et là, vous voulez faire sécession. Alors, quand je dis sécession, c'est pas du tout faire sécession à l'égard de l'ordre politique ou social en place. Pas du tout. C'est faire sécession avec le sous-titre « Une politique de nous-mêmes », avec nos représentations, éculés, peut-être à bout de souffle, avec nos blocages, avec nos impuissances. Et ce livre, Faire sécession, une politique de nous-mêmes, qui s'inscrit dans la continuité de tous mes ouvrages, qui est de réflexion longuement mûrie, vise à nous donner des perspectives, des clés d'action au moment... C'est travailler sur nous-mêmes, Éric Sadin. Alors c'est surtout nous interroger, c'est ce à quoi je me suis attelé, sur ce que suppose la bonne expression de notre condition politique. C'est-à-dire peut-être on est un peu désorienté collectivement, individuellement, sur ce que suppose d'être dans la bonne expression de nos pouvoirs politiques. Citoyens, en société, chacun de nous et collectivement. Et c'est à cet effet que j'ai dégagé, à ma modeste mesure, et pour nous tous, et là encore, je dis à la mesure de toutes les réflexions que j'ai engagées depuis de longues années, à la suite de constats, de choses que nous avons subies, de choses que nous avons gobées, de formes d'impuissance, de connivence, de complicité, du monde politique et du monde et technologique. J'en suis arrivé à une réflexion qui s'est engagée, qui vise, avec ce livre-là, à nous donner quelques clés d'action qui dégagent des horizons à même de nous rendre davantage agissants. C'est-à-dire ce qui nous tue, ce qui nous mine, c'est l'épreuve de la passivité. De la passivité, de l'impuissance. On va explorer tout ça, les pistes que vous avez tracées dans votre livre et autres, avec les auditeurs Sud Radio. On reprend après les informations, Augustin. Et ne soyez pas passifs, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Éric Sadin, pour son livre « Faire sécession, une politique de nous-mêmes », aux éditions de l'Échappée. Alors, Éric Sadin, on a commencé à parler effectivement de l'état des lieux. Et vous avez écrit des livres et vous avez tracé effectivement un certain nombre de pistes et de décryptages. Mais là, par exemple, pour faire sécession, travailler sur nous-mêmes et retrouver, en un temps d'angoisse, de management, de la peur, etc., les chemins de l'autonomie, au moins, en tout cas du choix de l'autonomie humaine. Et vous parlez beaucoup de convivialité, vous parlez d'amitié, vous parlez de retrouver l'humain. Alors, quelles sont les pistes pour vous, Éric Sadin ? Alors, dans l'ouvrage, je signale 4 grandes pistes, qu'on peut décliner comme ça, sans être trop pédagogique, mais on a besoin d'essayer de se donner les moyens d'être actif, d'être agissant, de ne pas continuellement subir les situations. À un moment, on a l'impression on l'a dit, c'est toujours plus bloqué, les surprises du variant, c'est l'impression que c'est sans fin, qu'il y a quelque chose de sombre qui ne cesse de s'assombrir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut bien chercher collectivement à dénouer les choses, à réfléchir afin que ça puisse conduire à de l'ancrage, à des actions possibles. Alors, la première perspective que je signale, c'est de remettre tout de même en question notre et nos représentations du politique. C'est-à-dire, on en a un peu parlé au début, à la fois on n'y croit plus, c'est-à-dire on y croit de moins en moins à la grande politique institutionnelle. Et même aux politiques eux-mêmes, aux hommes politiques et femmes politiques, oui. Et à la fois, notamment à l'entame des présidentielles, on voudrait presque à nouveau y croire. Et cette mécanique, elle est entretenue par les responsables politiques qui vont de leurs grandes promesses toujours plus hors sol, par
un phénomène d'industrialisation des campagnes, du verbe, c'est-à-dire toutes les chaînes d'infos qui organisent des débats qui coûtent absolument rien, mais qui génèrent du chiffre. Donc il y a toute une mécanique qui laisse croire que, en gros, c'est le sort entier d'un pays qui se joue en quelques mois, alors qu'on a bien vu que campagne après campagne, ce que peut la politique institutionnelle, eh bien, elle s'inscrit à l'intérieur d'un champ propre sur lequel je vais dire quelques petites choses, mais que nous n'avons cessé d'y aller de désillusions, de désenchantements, après des soirées électorales enjouées. C'est la douche froide, même avec le Parti Socialiste et François Hollande, n'est-ce pas? La douche froide et la gueule de bois, surtout avec le Parti Socialiste et François Hollande. Voilà, surtout qui a créé des dégâts dont nous continuons, entre autres, de payer les prix. Donc remettre en question cela, ça suppose cette représentation-là, c'est-à-dire à la fois le fait d'être dans une sorte de ne plus y croire, que l'adhésion n'y est plus, et en même temps, une part de nous-mêmes veut y croire et voudrait attendre tant de choses de la politique institutionnelle. Je le redis, soutenue par les promesses toujours plus hors sol, c'est-à-dire, ce qui est très marquant dans les promesses des responsables politiques, c'est qu'elles sont toujours projetées au futur. C'est comme Macron qui fait une grande conférence de presse il y a un mois, qui mange pas de pain, c'est la France 2030. L'enjeu, c'est pas la France 2030, c'est la France de maintenant. C'est-à-dire toutes les parts de négativité qui énervent nos quotidiens, notre quotidien individuel et collectif, comment on fait en sorte de les apaiser, de les réparer, de leur donner des horizons plus vertueux, plus heureux. Bien sûr. Donc je pense que déjà, il faut être dans la bonne mesure relativement à ce qu'on attend, relativement à la grande politique, à la politique institutionnelle. Et déjà que nous pesions pour qu'elle réponde à ses missions fondamentales. Mais alors peser comment? Alors peser, mais déjà peser pour que les responsables politiques arrêtent de nous promettre monts et merveilles, et que la politique institutionnelle, c'est de répondre à ces missions fondamentales. Et quelles sont-elles? C'est la qualité des services publics. Oui, non, attendez, je vous interromps parce que on sait très bien ce qu'on attend et ce qu'on voudrait attendre des politiques. Le problème, vous l'avez dit vous-même, de soirée électorale, en orgie électorale, etc., on retrouve les mêmes choses, Et vous dites, il faudrait peser. Le problème, c'est que pourquoi voulez-vous que les politiques s'arrêtent de parler de la France 2030 ou 2050 ou autre, puisqu'ils constatent une passivité chez leur corps électoral en disant oui, mais de toute façon, ils vont l'accepter d'une manière ou d'une autre. C'est le cœur de l'affaire. Quand je dis qu'il s'agit avant tout d'abord pour l'État, pour la politique institutionnelle, de répondre à ces missions cardinales, fondamentales, foncières, celle de se soucier de la bonne organisation en commun et de la qualité des services publics, qu'est-ce qu'on constate? Cher André Berkoff, qu'est-ce qu'on constate? Et notamment en France, grand pays de l'État-providence au sortir de la guerre, c'est que l'état des services publics sont en lambeaux. Les services publics sont en lambeaux. L'hôpital, on l'a vu, et je vais en reparler tout à l'heure, l'école publique, vous avez peut-être vu cette tribune dans Le Monde la semaine dernière sur le personnel de la justice qui dit qu'on est continuellement tenu de s'adosser à une chronologie continuellement plus rapide et on ne peut plus juger les cas de figure. La police, les infirmières, les avocats, l'éducation, l'université, les amphithéâtres bondés. Donc déjà, l'État, les responsables politiques, nous tous, là où nous œuvrons dans ces institutions, le personnel de l'hôpital, le personnel de l'éducation nationale, pesons, et toute la société dans son ensemble, pesions pour que, à nouveau, nous renouions avec une grande politique des services publics, d'impôts équitables, d'une bonne redistribution, et ça suffit déjà amplement que ce long chantier qui va prendre des années après avoir été délité, après avoir subi une sorte d'assaut d'une doxa libérale qui a infiltré l'esprit des responsables politiques. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est une première strate qui nous regarde tous en société. Il y a d'autres strates, et c'est pour ça que j'intitule le livre « Une politique de nous-mêmes », que je décline au nom de 3 grandes perspectives. Alors, continuons. Alors, ce que je crois déjà, cher André, c'est que toute expression de notre condition politique individuelle, d'un point de vue individuel et collectif, procède d'une double impulsion. Ça me semble extrêmement important, d'une double impulsion qui est à la fois négative,
c'est-à-dire d'opposition, c'est-à-dire l'état d'existant, il y a toujours des choses qui ne nous satisfont pas, qui sont et là-dessus, on râle. Qui sont dévoyées. Alors on râle, et il s'agit d'être agissant sur cela. Et il y a une autre impulsion, qui est la perspective dernière sur laquelle je reviendrai, si vous êtes d'accord tout à l'heure. C'est une impulsion pleinement positive, qui ouvre des horizons d'action, qui dégagent des horizons d'espérance, ancrés dans le quotidien. C'est le dernier point. Le premier, d'un point de vue négatif, en tous les cas d'un point de vue d'opposition, que nous devons faire valoir, et on a parlé de passivité dont nous n'avons pas suffisamment usé, c'est ce que je nomme la bataille des représentations, la critique des discours. C'est-à-dire, depuis une quarantaine d'années, et je l'ai vu avec toutes les analyses que j'ai faites au long de mes différents ouvrages sur le numérique. Depuis une quarantaine d'années, oui. C'est que quantité de discours façonnés en vue de répondre à des intérêts privés et d'aspirer à une société fantasmée, partout optimisée, rationalisée, et à terme devant être délivrée de tout défaut, donc une vision totalement fantasmatique, j'ai presque envie de dire hygiéniste, hyper sécurisée de la société, façonnée par des think tanks, passionné par des puissants représentants du monde économique. Absolument, les cabinets de conseil, les GAFAM, etc. Tout et qui ont eu des premières incidences, notamment je crois que à la fois les premières incidences du tournant néolibéral depuis une quarantaine d'années, c'est la violence dans le management. C'est la violence dans le management, c'est le fait que quantité, et qui passait par des discours enjoignant toute une série d'actions devant être faites par des experts supposés mieux connaître l'état de société, de compagnie, d'industrie. On sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, quoi. Ça, c'est absolument ça, André. C'est-à-dire que c'est la conséquence première d'un mouvement qui a été extrêmement puissant, qui a façonné toute la société, qu'on peut nommer l'expertisation croissante de la société, qui nous a démunis. C'est-à-dire, cette expertisation, elle a usé d'une langue. Le pouvoir des experts, c'est eux qui savent. Le pouvoir des experts. Les sachants, c'est ça un peu. Les sachants, et une ingénierie sociale par une ingénierie du langage. C'est ça. Et par l'instauration d'une novlangue, avec des mots anglais, des mots assez incompréhensibles. Alors, vous savez, quand vous faites des conseils en entreprise, il y a des termes, des gens qui vous font des PowerPoint. Par exemple, je donne un exemple. Oui, allez-y. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes que je juge parmi les plus importants qui a été publié ces 30 dernières années, sur l'expertise, l'appel, la commande par l'État, par l'institution publique, à des think tanks et à des cabinets de consulting sur comment définir la politique de l'hôpital public. Alors, je donne un exemple. En France, ça a été Capgemini. Et Capgemini, la Cour des comptes ensuite a fait son enquête, avait dit, par exemple, en termes de novlangue, d'expertisation, c'est-à-dire des personnes qui n'y connaissent rien, qui un jour peuvent faire un audit sur, sur l'état des usines de retraitement de des déchets nucléaires, et puis qui d'un seul coup vont à l'hôpital et qui disent il faut transformer. C'est des directeurs d'hôpitaux qui ont cité ces phrases-là, des témoignages. Il faut transformer l'hôpital public en hôpital de stock vers un hôpital de flux. Comprenez ? Alors là, on a toutes les théologies, on a la technologie du langage, toutes les incidences que ça a eu. Et qu'est-ce que je remarque ? C'est pareil dans l'éducation nationale, c'est pareil dans la justice, la logique du New Public Management, d'optimisation, de rationalisation de tous les secteurs publics. Et qu'est-ce qui s'est passé relativement à ça ? C'est que nous n'avons pas eu les moyens de nous opposer. Il n'y a pas eu de mode d'organisation pour contredire ces discours qui auraient dû l'être. Absolument. Alors, moyen de nous opposer, on va en parler tout de suite après ceci, parce que c'est au cœur, effectivement, de votre livre et au cœur de notre débat. Et le but de cette politique de flux étant évidemment de multiplier les prestations. Alors le discours d'Éric Sadin balaye large, il vous fait forcément réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sur la réappropriation, sur ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, sur effectivement
ce sentiment d'impuissance qu'il faut combattre à tout prix, même s'il est là. Lisez le livre d'Éric Sadin, Faire sécession, une politique de nous-mêmes. Et Éric Sadin, je voudrais prendre un exemple que vous citez dans votre livre. C'est très précis et c'est intéressant. Lorsqu'au milieu des années 2010, en France, également dans d'autres pays, il avait été décrété unilatéralement et sans aucune concertation préalable avec le corps enseignant, que les tablettes numériques étaient dorénavant vouées à devenir l'instrument majeur d'apprentissage pour tous les collégiens dès la classe de 5e, il aurait été presque inutile de manifester, au risque notamment d'être taxé de rétrograde. Et vous disiez en même temps, mais ce type de dispositif brise l'essence même du pacte liant un professeur et un élève. Et en fait, on n'a pas du tout réagi. Justement. Absolument. Merci de citer cet exemple qui m'est cher, André. Parce que voilà un exemple d'un souffle qui s'impose, d'une doxa qui s'impose, c'est-à-dire la technologisation, la transformation. Vous vous souvenez, vers le milieu des années 2010, il y avait cette doxa de la transformation digitale de tous les secteurs de la société. Hein, comme si ça allait rendre plus efficace tous les secteurs par cette surtechnologisation qui renvoie aussi à cette satanée idéologie du futur. C'est-à-dire, il faut mettre tout sous le régime de la tempête, tout transformer, supprimer des postes en vue de, à terme, d'être dans une sorte de situation qui atteindrait une sorte de perfection. Et j'avais vu venir dans l'école publique des puissantes logiques de lobbying, hein, notamment Microsoft avec le gouvernement de Hollande, hein, Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, j'arrive jamais à prononcer son nom, et je me souviens de François Hollande qui, en 2014, avait dit, à partir de la rentrée prochaine, tous les étudiants à partir de la classe de 5e auront des tablettes numériques comme instrument principal d'apprentissage. Alors moi, j'étais totalement surpris. J'ai appelé des amis sur l'éducation nationale, à l'inspection pédagogique. J'ai demandé s'ils étaient au courant. Ils n'étaient pas au courant. Donc c'est le fait du prince, unilatéralement. C'est pas que le fait du prince. C'est le résultat de puissantes logiques de lobbying. Et ce qui s'est passé... Moi, j'avais fait tout de suite une tribune qui s'appelait l'ineptie des tablettes numériques à l'école. On m'avait à l'époque, j'ai reçu volée de bois vert, hein, on m'avait dit Sadin il va revenir à la bougie. Non, je veux pas revenir à la bougie. J'insiste sur le fait, par exemple, de l'immixtion du régime privé par les plateformes numériques, avec ce que supposent les tablettes, le fait que c'est la place du professeur qui est totalement redéfinie, qu'effectivement il y a une privatisation de l'école publique par toutes ces applications, le contact, le fait que ça allait amplifier encore la touche tactile, le rapport aux écrans continu. Bref, ça engageait toute une série de questions. Il se trouve qu'une année plus tard, je suis allé donner des conférences des conseils généraux qui s'occupent des collèges, comme on le sait en France, qui ont la compétence des collèges, et m'ont dit 1 ou 2 ans plus tard, Monsieur Sadin, toutes les tablettes qui ont coûté des fortunes, elles sont toutes dans les caves, parce qu'il n'y a eu aucune formation, aucune implication de tout, et des parents d'élèves, et des enseignants. Donc c'était une sorte C'était presque un gadget, quoi. C'était non seulement un gadget, c'était vous savez, une doxa, une obligation du temps qui s'impose. Et ce que je dis, ce qui me semble très important, c'est que, effectivement, si ces personnes avaient été manifestées, ça n'aurait pas été efficace. Je pense que... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Alors, mettre en critique... Par exemple, un exemple. Mettre en critique les discours, c'est savoir s'organiser, et c'est savoir s'organiser là où les choses ont lieu. Là où les décisions sont supposées prendre leurs effets, donc là où nous évoluons. Par exemple, dans l'hôpital public, vous avez remarqué que les personnes, il y a un mécontentement qui monte depuis une dizaine d'années, en gros depuis Sarkozy, Hollande, Macron, et qu'est-ce qui se passait à chaque fois? Le personnel, quand il y avait les journaux, quand les présidents de la République ou les ministres allaient dans les établissements, ils allaient dans la rue, ils allaient leur parler de leur mécontentement, les responsables politiques disaient oui, mais c'est comme ça, tablier, etc., ça passait dans le journal télévisé, et puis ça rentrait dans les flux de l'actualité, on avait oublié le lendemain. Si toutes ces personnes avaient fait 2 choses qui me semblent très importantes, d'abord, face à tous ces techno-discours formatés, hein, qui ont puissamment façonné la société, je le dis de nouveau, en vue de répondre à des intérêts privés. Hein, c'est-à-dire ça nous a démunis de nos capacités de pouvoir donner notre assentiment, et ça a dévitalisé la force de l'action publique. Hein, ça a vidé de sa substance. Si à la fois nous avions fait 2 choses qui me semblent relever en plein de ce que suppose la bonne expression de notre condition politique, à la fois faire remonter des contre-discours.
des témoignages. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la société ne s'est pas donné les moyens d'être assez transparente à elle-même, d'avoir des effets de miroir. Vous lire témoignages d'enseignants, d'élèves, de parents d'élèves, etc. Par quantité de modalités que je décline dans le livre. Des revues, des rencontres, des sites dédiés, des prises de parole. Où on prise de parole continue, exactement, massive, etc. C'est-à-dire où on fait part de la réalité, qui trop souvent est occultée, masquée au profit de sorte de représentation fictive, afin de signaler à la collectivité, à nous tous, comment les choses se passent. Qu'on nous raconte comment ça se passe dans l'école publique. L'état catastrophé de l'école. Qu'on nous raconte comment ça se passe dans la police. Si la police est à ce point à cran, les conditions de travail, mais des policiers eux-mêmes, des administratifs. Oui, que l'on raconte. Qu'on nous raconte comment ça se passe. C'est peut-être le rôle des médias, ça, non? Alors, mais on sait très bien qu'il y a une sorte de doxa, mais il y a les flux. Il y a des flux d'actualité. Oui. Il faut savoir. Surtout dans les réseaux, on peut le faire. Voilà, il faut savoir s'arrêter sur là où la société est en souffrance, là où il y a du sang dans la société, là où il y a des larmes. Je pense, on l'a dit, à l'éducation, à la justice, mais il y a aussi autre chose qui relève de notre condition politique, en plein, c'est, vous savez, en France particulièrement, mais on a une tendance, dès qu'il y a du mécontentement, ou dès que, sur deux choses, c'est la question des salaires ou la question du maintien des emplois, deux questions extrêmement importantes, je le reconnais. On a tendance à, généralement, manifester notre opposition par la manifestation, dans la rue. Bien sûr. Je crois qu'il faut théoriser la rue, je termine juste sur cela. Oui. C'est-à-dire que la rue, finalement, on en a parfois besoin, mais elle est un peu hors sol. Elle est un peu hors sol. La rue est un peu hors sol, c'est pas mal. C'est pas mal. J'étais content d'avoir trouvé cette formule. Je crois qu'il faut faire valoir notre opposition là où ça a lieu, dans l'école, dans l'entreprise. Quand on nous dit qu'il faut transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux, il faut s'organiser et dire non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et s'organiser, ça veut dire s'interposer. S'interposer au nom de quoi? Au nom de valeurs et de principes fondamentaux. Parce que je pense que l'état du syndicalisme, j'en ai parlé moi avec des syndicalistes et notamment une revue de la CGT m'a interviewé, c'est la Nouvelle Vie ouvrière le mois dernier, où j'ai dit qu'il y a une sorte de dévoiement, c'est comme ça, qui correspond à l'état de l'individualisme démocratique, de l'individualisme libéral. On voit bien où en est le syndicalisme aujourd'hui. Voilà, qui veut que dès que c'est notre petit intérêt un peu groupés, qui sont remises en question, alors on va manifester. Dès que ce sont des valeurs fondamentales qui structurent la société, le respect de la dignité, de l'intégrité humaine, de la prise en compte de la singularité, des savoir-faire qui ont été laminés au profit notamment de la technologisation du travail, la numérisation du travail, par exemple dans la justice. Ça, on ne fait rien, on ne réagit pas, on ne fait rien. Nous devrions nous interposer sur le moment et dire cela, il n'en est pas question. Vous savez, dans Camus, dans L'homme révolté, à un moment il dit, c'est très très beau, il y a une limite au-delà de laquelle vous n'irez pas, parce que ce seuil ne doit pas être franchi, parce que ce sont nos valeurs mêmes qui sont remises en question. Cette limite, votre ticket n'est plus valable, et effectivement, on l'a oublié. Pour certains intérêts, on a oublié les valeurs. On en reparle tout de suite avec les auditeurs de Sud Radio et vous-même, Éric Sadin. Et vous allez prendre la parole et poser vos questions à Éric Sadin, mais pour ce faire, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et nous partons dans l'Essonne avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Voilà, je voulais dire que je suis parfaitement d'accord avec vous. Le gouvernement en place passe son temps à culpabiliser les Français si ils ne font pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont décidé de faire. Ils sont, comme dit Françoise Degois, dans une aboulie totale. C'est vrai. Marianne, excusez-moi, je crois qu'il y a une radio derrière vous ou quelque chose. Oui, si vous pouvez l'éteindre parce qu'on l'entend. Alors on vous entend moins bien parce qu'il y a la radio derrière. Ouais, voilà. D'accord. Je vais l'éteindre. Ok.
Allez-y, Voilà, allez-y, on ça y attend. est. Voilà, très bien. Donc, voilà, donc ça je l'avais déjà constaté, qu'ils étaient dans une aboulie totale. Donc là, il y a le nouveau virus qui arrive, donc on le présente comme un tueur potentiel. Donc on tétanise les gens pour se faire vacciner. Donc quand on voit le nombre de vaccins de prise de rendez-vous pour les vaccins qui ont été demandés, c'est affolant. Quand Emmanuel Macron, au moment de la 5G, dit qu'on n'est pas chez les Amish, donc il oriente tout à fait la pensée des gens qui sont devenus complètement décérébrés, lobotomisés. En fait, ils réagissent comme des robots. Ils réagissent plus. Les médecins ne réagissent plus non plus pour dire que le vaccin est dangereux. Moi, j'avais eu un vaccin en ligne. Je lui avais dit, allez derrière les portes de l'Élysée et puis faites entendre votre voix. Vous avez le droit de parler. Les policiers, c'est pareil. Et quand on les envoie taper sur les gilets jaunes, alors qu'ils réclament des choses qui sont parfaitement en droit de réclamer parce que ils subissent de plus en plus de plein fouet la misère, il faut que toutes les corporations de métier fassent front contre ce gouvernement, quoi. Parce que là, si en 2022 c'est reparti pour un tour, ça va être la pérégrinade. Vous, ce que vous dites, mais alors quand vous parliez à ce médecin, est-ce qu'il vous a répondu juste un mot, Marianne? Oui, elle m'a répondu non, on nous a envoyé la police. On s'est retrouvés en garde à vue quand on voulait pas respecter les ordres. Alors c'est intéressant. La police est aux ordres parce qu'ils peuvent pas faire autrement. C'est un corps d'État qui est aux ordres. Corps d'État, absolument. Donc, oui. Donc tant qu'il n'y aura pas de révolution de tous les corps d'État, parce que là ça dépasse les bornes. De tous les corps de métier, vous voulez dire. Tous les corps de métier, ça ne changera jamais. Alors justement, on est au cœur de votre débat, Éric Sadin, et de notre débat. Effectivement, regardez, Marianne dit oui, d'accord, mais il faudrait que tout le monde réagisse. Or, les gens ne réagissent pas. Et Marianne est allée assez fort. Elle dit décérébré, lobotomisé. Il y a quand même un état de fait un peu, en tout cas, décourageant. Un des enjeux majeurs de l'époque, c'est allons-nous tous devenir fous et repliés à nous-mêmes dans notre isolement collectif et derrière nos écrans à dénoncer le monde tel qu'il va mal, ou allons-nous nous donner des moyens d'être agissants et davantage acteurs de nos vies individuellement et collectivement. Alors ce qui me gêne, j'entends ce que dit madame, je le partage pour partie, seulement pour partie, ce qui me gêne, c'est la dénonciation de l'État, du gouvernement, qui peut être sans fin, hein. Moi, je pense que le cœur de nos souffrances, de la peine, c'est le monde du travail. C'est le monde du travail, c'est ce que nous subissons au quotidien, c'est-à-dire des conditions de travail toujours plus avilissantes, toujours plus ardues, des trajets de transport toujours plus à la peine, des conditions de vie toujours plus en souffrance. Et je renvoie à un phénomène extrêmement intéressant, sociologiquement et politiquement, qui se passe depuis quelques mois. Est-ce que vous avez entendu parler, André, du Big Quit aux États-Unis? Non. C'est-à-dire le fait que depuis la sortie du 2e, 3e, on ne sait plus, confinement, enfin au printemps dernier, 20 millions plus maintenant, plus de 20 millions d'Américains ont quitté leur travail. C'est-à-dire par impression de saturation. C'est-à-dire on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces modalités de travail, et notamment, je pense, au cœur de l'enfer contemporain. Quand je dis rendre la société un peu transparente à elle-même, hein, au lieu de dénoncer continuellement le monde tel qu'il va mal, il s'agit de savoir aussi nos pratiques, ce à quoi nous contribuons, et à quoi nous contribuons. Je termine juste sur cela, André. Nous contribuons à ce monde post, on ne sait même plus si on doit dire post-Covid, mais en tous les cas, Covid, celui de la logistique intégrale qui est en train d'émerger. C'est-à-dire de se faire livrer, de plus en plus le e-commerce qui ne cesse de s'étendre. L'ubérisation. Mais alors ça veut dire plusieurs choses, ça. Ça veut dire qu'il y a des conditions infernales de management, c'est-à-dire quand on parle de temps réel, où des manufacturiers se font guider leurs actions via des signaux audio, via leur tablette, aller chercher des produits et les remettre dans telle palette à des cadences infernales, selon des paramètres, on ne sait absolument rien. C'est le cœur de conditions de management qui touchent à l'enfer, qui conduisent à des troubles musculo-squelettiques, des dépressions, voire, comme France Télécom dans un autre cas, des séries de suicides et dans d'autres métiers. Donc il y a quelque chose d'une sorte de raidissement sans fin. Il faudrait trouver d'autres mots que raidissement du monde du travail.
et qui fait que voilà, on a 20 millions d'Américains qui d'un seul coup si quittent 20 cela. millions d'Américains quittent cela, je voudrais revenir à ça justement. Oui. Mais comment ils vivent? Parce que quitter son travail, c'est très joli. Ils prennent le risque. Et on fait quoi à la fin du mois? Moi, je parlais tout à l'heure, je disais que la bonne expression de notre condition politique, c'est à la fois une impulsion négative et positive. Il serait temps maintenant, avec le temps qui nous reste, je vous dis en quelques mots, ce que j'appelle comme relevant d'une dimension positive, de façon à être agissant et un peu nous rendre des moyens d'être, où on a le sentiment de construire des choses qui nous rendent plus acteurs de nos vies, épanouissants et créatifs. Face à la nasse actuelle, aux difficultés de l'époque, et notamment avec le Covid, il y a une idée qui depuis 6-7 ans émerge, qui semble pleine de vertus, à laquelle je m'oppose. Je vais m'expliquer en quelques mots. C'est le revenu universel, le revenu de base, ça on en parlait, qui est soutenu, je tiens à le dire, par les grands gourous de la Silicon Valley. C'est une façon d'automatiser toute la société et d'acheter une certaine forme de paix sociale. Et qu'est-ce que ça va induire, le revenu universel de base? C'est un peu de ce complément de subside qui va nous conduire... la passivité renforcée. Ça ne va conduire qu'à entériner les situations en cours. Alors qu'est-ce qu'on fait, Éric? Alors, André, je termine juste sur ce point. Entériner les situations en cours, conduire les personnes à cumuler des emplois précaires, ou alors à nous transformer avec des maigres subsides en éternels pêcheurs à la ligne. Est-ce que c'est un horizon de société enviable et lumineux? Non, ce que je crois en revanche, c'est si on veut mettre de l'argent, des fonds publics, ou par la taxation des GAFAM, il est temps qu'on leur prenne le monnaie de la pièce de tout ce qu'ils ont détruit, et de tout ce qu'ils ont imposé depuis une quinzaine d'années, c'est que puisqu'il y a le Big Quit, par exemple, puisqu'il y a 20 millions de personnes, puisque quand vous entendez les jeunes aujourd'hui, qui n'en peuvent plus dans leurs agences de com, de faire des bullshit jobs, comme disait Greber, que le cœur des désillusions, c'est pas seulement relativement au monde politique, c'est au quotidien du monde de travail, et qu'il n'y a jamais eu autant une impression de saturation, il n'y a jamais eu autant une envie d'autre chose. Oui, mais alors, autre chose quoi? Alors, je vais m'expliquer en 30 secondes, qui aujourd'hui n'a pas entendu parler de neveux, de nièces, d'amis, qui ont tout lâché du jour au lendemain pour refaire, par exemple, de la permaculture dans la Creuse ou en Lozère, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils rêvent d'autre chose. Alors, à quoi avons-nous affaire là? On a affaire à l'envie d'ailleurs, l'envie de se sentir plus utile, d'être dans des activités plus épanouissantes, des liens plus équitables entre les personnes, plus respectueux du milieu. Une autre société. Mais le fait est que, d'abord, ça regarde essentiellement la permaculture, comme si les autres activités de la société ne pouvaient pas être impliquées dans ces envies de les conduire autrement. Et puis, il y a le fait que c'est à nos risques et périls, à leurs risques et périls. Alors, ce que je défends, moi... C'est le risque. Non, c'est ce que je nomme institutionnaliser l'alternative, c'est-à-dire un oxymore. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises vertueuses, menées par des collectifs, c'est-à-dire dans tous les champs de la vie, dans la permaculture, dans l'agroécologie, dans l'élevage, dans l'artisanat qui revient en force aujourd'hui, l'envie de maîtriser l'ensemble du processus, de se sentir utile, dans le soin, dans l'éducation, façon de critiquer de l'intérieur les institutions qui sont à volo, qui se sont dévoyées, qui sont allées jusqu'à perdre leur mission fondamentale, et bien que dès que des personnes en collectif, 5, 6, 7 personnes, ont l'intention, le projet de développer des modalités plus équitables entre les êtres, plus épanouissantes que la collectivité. Mais c'est quoi la collectivité, André? C'est nous tous. C'est nous tous, c'est la contribution. L'État, c'est nous. Et que par la contribution, par les collectivités locales, par la taxation des GAFAM, par la lutte contre l'évasion fiscale, par toute une série de dispositifs. Moi, je ne suis pas responsable politique, je n'ai pas à les concevoir dans leurs détails, mais la société a les moyens. On a vu quoi qu'il en coûte. Eh bien, on peut faire du quoi qu'il en coûte pour qu'à la base, à partir de la base de la société, eh bien, et quand on a le souci écologique qui commence à virer aujourd'hui une sorte de cacophonie, ça va dans tous les sens. Il s'agit de donner de l'ancrage à notre souci, à l'impératif écologique, et faire en sorte que ça ne suffit pas de dire, c'est pas suffisant de dire tout est lié. Vous savez, aujourd'hui, il y a une formule, on dit tout est lié, les questions sociales, politiques, écologiques. Il faut leur donner un ancrage. Donc, ce que je crois, c'est ça, un chapitre de mon bouquin, qui me semble être... beaucoup de jeunes m'écrivent, me disent, votre livre nous éclaire, nous donne depuis qu'il est sorti il y a un mois. Mais est-ce que ce n'est pas... c'est ce que je nomme le printemps des collectifs. C'est-à-dire, si toutes les aspirations pour d'autres choses, avec un cahier des charges extrêmement simple, rapport équitable qui ne laisse pas les individus, qui favorise le bon épanouissement, la créativité des personnes, et qui ne laisse pas la biosphère, c'est simplissime. C'est simplissime. Mais si c'est par des modalités, je le redis, dans
tous les champs de la vie, cela SM, eh bien, voyons-nous le tout nouveau projet de société soutenu par la collectivité, qui est à même, au cours des années 2020, qui sont extrêmement périlleux. C'est-à-dire, si nous ne donnons pas, c'est pour ça que j'écris ce livre, André, et je termine par cette phrase, si nous ne donnons pas les moyens de dénouer nos formes d'impuissance, nos rancœurs, notre ressentiment, notre détresse, en vue de nous dégager, mais concrètement, dans l'ancrage de nos vies, des horizons d'espérance, je crains que nous allions vers de redoutables... Le bémol que je mets, moi, c'est que je crois pas du tout qu'il faut se contenter de cela. Il faut les deux. Il faut aussi dénoncer les conditions qui ne vont pas. Mais c'est ce que je dis. C'est très important. Et aussi se mettre au travail et se mettre en charge de nous-mêmes. Mais c'est exact. Vous avez lu mon livre, André. C'est cette boîte à outils, cet appareillage d'action. C'est-à-dire qu'on a une idée... Non, parce que vous disiez à Marianne, je ne suis pas d'accord ce que vous dénoncez par rapport aux politiques et tout ça. Si, il faut dénoncer aussi. On ne peut pas rester sur le fait que, oui, on va travailler nous-mêmes, parce que, vous le savez très bien, tout n'est peut-être pas lié, mais quand même, le pouvoir est aussi dans les mains d'un certain nombre de gens. Mais vous avez ô combien raison, mais il faut donner corps à nos formes d'opposition. Leur donner des ancrages concrets, que ça ne reste pas seulement au régime verbal, quoi. Hein. Et c'est pour ça que cet appareillage d'action que je décline, c'est toujours avec la perspective de le donner un ancrage. Quand on oppose au discours, on fait valoir d'autres discours. Quand on s'interpose, on fait valoir des principes. Et quand on veut dégager d'autres modalités d'organisation en commun et d'autres modes d'existence, eh bien, on se donne les moyens, et pas seulement nous-mêmes, c'est-à-dire un peu avec tous les risques que ça suppose, la société de le soutenir. Là, il y a un projet politique qui nous regarde. Mais comme on dit, aide-toi, l'État t'aidera. C'est ça. Il y a quelque chose. Mais c'est même pas aide-toi, André. C'est rêve d'autre chose. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, moi, quand je donne des conférences, ils viennent toujours me voir, et depuis que je parle de cette affaire de collectif, ils viennent me voir. Ils me disent, bon, aujourd'hui, vous savez, tout ce qu'on a appris à l'école, la mathématisation, vous savez, le fait que les maths ont pris tant de place, c'est-à-dire ça a rendu une dimension abstraite au travail. C'est-à-dire, vous savez, le télétravail, le Covid, il y a quelque chose d'abstrait dans les écrans. Aujourd'hui, les gens ont envie d'être davantage acteurs de nous-mêmes, ça veut dire aussi davantage toucher les trucs du travail. Vous savez, la permaculture, c'est du concret, l'artisanat, l'ébénisterie, c'est du concret, on agit. Le seul problème, c'est que c'est dans l'économie globale d'un pays, c'est très minoritaire. Mais l'idée, c'est de faire essaimer. Parce que vous avez remarqué, vous savez, le film Demain, et je termine sur ça, le film Demain, qui est Mélanie Laurent, 2015-2016. Moi, je le mets en critique, il était intéressant, mais pourquoi je le mets en critique ? À cause, j'ai presque envie de dire, de son rythme, façon de parler. Il y avait une musique, tambour battant, on avait l'impression qu'un mouvement irrépressible était en marche. Vers quoi ? Vers d'autres modalités. Mais comme je l'ai dit dans le bouquin, ça regarde quoi ? C'est 1%, 2%. L'idée, c'est pas d'espérer que ça sème. Parce qu'on peut attendre longtemps que ça ait... Allez voir les banlieues en déshérence, ceux qui travaillent chez Amazon, s'ils vont pouvoir créer un collectif, par exemple, dans l'ébénisterie ou dans, je sais pas, de l'éducation à des personnes en difficulté. C'est à la collectivité, à tous les étages de la collectivité. Et à une imposition un peu responsable. C'est-à-dire les GAFAM qui ne cessent de nous dire qu'ils vont nous conduire vers un monde meilleur, il est temps de leur prendre la somme qui nous revient et de le redistribuer pour des projets autrement épanouissants. Eric Sadin, qui le fera ça, sinon le politique et les politiques et les États. Mais c'est pour ça qu'il faut peser. Et voilà. Il faut peser, c'est à ce à quoi j'en appelle. C'est ça. Sauf que si pour le moment, effectivement, quand on a vu comment les GAFAM évitent et leur évasion fiscale scandaleuse un peu partout, là, ça ne regarde notre responsabilité. Voilà. Et la responsabilité des princes qui nous gouvernent. Et que nous élisons. Et la nôtre. Et la nôtre. De peser aussi, de ne pas s'en remettre à la France 2030, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, les frustrations aujourd'hui, les peines dans le travail. Comment fait-on ? C'est-à-dire, on est toujours dans la parole, dans une sorte de grandiloque. Comment donnons-nous de l'ancrage à nos formes de passivité, aux choses que nous subissons et à nos aspirations ? Eh bien, on va voir qui sont puissantes, les aspirations. On va voir si la campagne va refléter un certain nombre de vos idées et des choses que vous défendez. Vous le voyez en tout cas, le livre d'Éric Sadin fait débat et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous donnons la parole à un compatriote encore pour l'instant puisqu'il nous appelle de Guadeloupe. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Oui, allô Yann. Oui, bonjour. Je ne savais pas que je viens d'être... donc bonjour à tous de Guadeloupe. Hein. Oui, bonjour Yann. Donc, j'appelais un peu pour réagir au début de l'émission, concernant les histoires d'autonomie, l'indépendance, etc. Oui. Mon sentiment,
vu d'ici, c'est simplement que c'est pour faire un petit peu diversion, pour éviter de parler des vrais problèmes. C'est vraiment l'impression qu'on a. C'est-à-dire que les vrais problèmes ne sont pas si spécifiques que ça à la Guadeloupe. Avant le Covid, j'avais été faire un petit tour sur des ronds-points en métropole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des gilets jaunes. Absolument. Sur les ronds-points. Absolument. Et donc, j'avais été faire un petit tour sur plusieurs ronds-points en leur disant je ne soutiens pas le mouvement, simplement j'aimerais essayer de comprendre. Ouais. Et c'est ici, j'habite entre un rond-point et un barrage. Ouais. Je fais un petit peu la même démarche. Et finalement, les attentes des gens qui en ont marre, ce sont les mêmes en métropole et en Guadeloupe. C'est-à-dire, c'est quoi les attentes? En fait, on a vraiment je vais essayer de résumer. Les gens ont. Enfin, je vais vous parler de la métropole. Ce sera peut-être plus simple à. Non, parlez-nous de Guadeloupe, puisque vous dites que c'est à peu près les mêmes. Juste rapidement, parce qu'on arrive en fin d'émission. Dites-nous simplement, Yann. Rapidement. Donc rapidement. On a l'impression que les lois de la République sont faites par des gens qui habitent à Paris, qui connaissent le métro ou le bistrot du coin à Paris, mais ils ne savent absolument pas ce qui se passe sur l'ensemble de la France. Donc on a l'impression qu'il y a de France des Parisiens qui décident pour des gens qui ont toujours de moins en moins de choses. C'est-à-dire que les services publics, c'est devenu un gros mot. Il n'y a plus de service public, je ne parle pas spécifiquement de la Guadeloupe. Il n'y a plus de service public en France. Dès qu'on passe service public, on nous parle de rentabilité. On en a parlé, effectivement. Voilà. Donc, en fait, j'ai ce sentiment. Je ne sais pas, vous, de vue de la métropole, ce que vous en pensez. Mais l'histoire d'indépendance d'autonomie, c'est simplement pour faire un petit peu diversion. Je comprends. Voilà. C'est la ligne du faire diversion, je comprends. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Non mais absolument, c'est intéressant, vous voyez, Eric, parce que en fait, il dit voilà, il n'y a plus de service public, c'est ce qu'on était en train de dire, et à Paris comme en Guadeloupe, l'histoire de l'autonomie, c'est un prétexte. Il dit en fait, et c'est vrai, il y a ce côté, on n'en a pas parlé, mais ce côté Paris et tout le reste. C'est une question très importante. Et qui fait que voilà, que les gens se désintéressent de tout, quoi. C'est pour ça que ce dont on parle depuis le début, finalement, c'est comment reterritorialiser nos actions, reterritorialiser nos modes d'action en commun et... Non mais c'est terrible, vous voyez, ce sentiment d'abandon. Les gens ont un sentiment d'abandon. Il y a du hors-sol. Voilà. C'est-à-dire, je crois qu'on a parlé des jeunes, de l'éducation, de leurs aspirations. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui est devenu très abstrait dans nos sociétés. C'est-à-dire... on parlait tout à l'heure hors antenne, André, de technocratie. Il y a quelque chose qui est même de hors-sol, il y a quelque chose qui est devenu abstrait, où les phénomènes qui nous regardent à tous les niveaux sont occultés, ne sont pas vus, ne sont pas pris en compte au profit presque de programmes, de codes de conduite définis à l'avance et qui presque relèvent d'une forme d'absurdité aujourd'hui. C'est très troublant et peut-être que ça participe de la psychiatrisation de la société, c'est-à-dire de ne pas nous confronter aux difficultés, mais aussi aux perspectives qui nous regardent. C'est un des enjeux de mon livre, c'est-à-dire être moins dans des jeux d'abstraction, des discours grandiloquents, d'une dénonciation continuelle, le verbe. Je crois que la question, c'est comment nous ancrer, comment nous confronter, c'est à prendre à bras le corps. Et là, ce que dit monsieur, effectivement, il y a l'idée qu'il y a des choses écrites, des experts, et la société peut évoluer, peut rouler comme ça. Ben non, la société, à un moment, elle se fracasse, quoi. Si on passe à côté des problèmes qui nous regardent. Quand les services publics ne sont plus des services publics. Mais c'est ce que je disais à l'entame. Mais je sais, mais quand on voit que c'est décidé, effectivement, parce que on parlait de technocratie, Eric, c'est là, mais c'est vrai que c'est Paris, quoi. Enfin, Paris, un certain Paris, quoi, quelques centaines de personnes. Oui. Et des certaines façons de faire de la politique, c'est-à-dire de supposer écouter et puis de s'en remettre à des dogmes. Il y a des dogmes. Vous savez, je donne juste un exemple qui me semble extrêmement important en termes de dogmes. Il y a actuellement aux États-Unis le procès, j'ai oublié son nom, mais de la responsable de la start-up Theranos, qui avait vendu des solutions, comme on disait à l'époque, les solutions pour tout avec la technologie, jusqu'à être heureux. Elle avait vendu quoi? Elle avait vendu un kit supposé faire 200 analyses de sang, type d'analyse, en 3 minutes. En mettant les noms de Pfizer, de laboratoires qui n'avaient jamais donné leur consentement, qui avaient levé des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, c'était que du flan.
C'était que du flan. Et aujourd'hui, elle est au pénal, elle risque 20 ans de prison. Donc c'était un moment l'idéologie de la Silicon Valley, où n'importe quelle idée totalement les plus folles et qui start-up et qui dégageait des horizons d'espérance et de rationalisation et de tendre vers un monde toujours plus parfait. Hein. On voit que parfois il y a des dogmes. Et nous, on sort d'un puissant dogme dont on ne sait pas comment on va se remettre. C'est celui de l'optimisation de tous les secteurs de la société. C'est-à-dire tout doit être optimisé au point où plus personne ne respire. C'est-à-dire on est tous adossés à des rentabilisation. Mais ça veut dire aussi chronométrisation des choses. Vous voyez la Poste. C'est-à-dire les tournées de poste aujourd'hui, elles ne sont plus du tout libres, elles sont quantifiées. Et je reviens sur le télétravail. Le télétravail, c'est la quantité de conséquences que j'analyse dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle « La télésocialité généralisée ou la grande régression ». C'est aussi des formes de quantification des méthodes de performance du personnel. Il y a quelque chose où tout est adossé à des chronomètres en vue d'optimiser. Et cette abstraction-là a conduit au fait d'être démunis de nous-mêmes et d'être aveugle au problème de la société. C'est vrai. Et donc, comment nous donner des modes d'ancrage et faire qu'en sorte que ça soit pas un horizon unique, mais par des modalités d'action multiples sur chaque domaine, eh bien nous pesions et nous soyons davantage agissants. Je crois que c'est un enjeu majeur. En tout cas, vous le tracez dans votre livre. Il faudrait que de toute façon, en fait, le message de votre livre, c'est les gens doivent se prendre en main. Le chronomètre, on est obligé, effectivement. Hélas, c'est l'exercice du métier. Mais lisez le livre d'Éric Sadin. Qui est un moment important dans l'histoire de mes livres, ce livre. Faire sécession, une politique de nous-mêmes, hein, c'est le titre de votre livre. Vous parlez de l'agonie du néolibéralisme, et votre dernière phrase le résume tout de suite, Brigitte Lay. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.